d'observation. Et le procès-verbal est donc, si je n'en vois point, adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je renouvelle pour chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. Je tiens à vous remercier de tous ceux que vous m'avez adressés, qui sont en cours de lecture, mais qui sont nombreux et chaleureux. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise sur Public Sénat, bien sûr sur des sites. Et au nom du Sénat, comme à l'accoutumée, on prend des résolutions pour 2019. Le temps des vœux, c'est que nous soyons essentiels, j'allais dire attachés aux valeurs essentielles du Sénat, le respect et des uns et des autres, et naturellement le respect du temps de parole, qui est peut-être plus prosaïque, mais aussi important. La parole est au président Jean-Marc Gabouty pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres. Monsieur le Premier ministre, l'année 2018 aurait été marquée par l'irruption des Gilets jaunes, mouvement social inédit, au départ spontané, et qui témoigne d'un profond malaise de notre société. Qu'elle soit légitime et généreuse, souvent contradictoires ou réalistes, et parfois provocatrices, les revendications exprimées doivent être écoutées. Toutefois, elles ne sauraient en aucun cas justifier le déferlement de violences, de menaces, d'invectives et de dégradations qu'a subi notre pays depuis mi-novembre. Le bilan humain dramatique de 10 morts et de plus de 2500 blessés devrait un peu plus interroger les acteurs de ce mouvement et ceux qui l'ont soutenu, avec parfois un objectif malsain de récupération. Je tiens ici, au nom du groupe RDSE, à renouveler tous nos remerciements et notre soutien aux forces de l'ordre, au personnel de santé et aux services d'urgence fortement sollicités pendant cette période. Sur le plan économique et social, cet épisode a flétri l'image, donc l'attractivité de notre pays, et a été destructeur d'activités et d'emplois. Au-delà des mesures très significatives, 10 milliards d'euros que vous avez annoncées, qui ont été votées courant décembre par l'Assemblée nationale et le Sénat, le débat national engagé avant-hier va s'enrichir de propositions concernant en particulier la démocratie de proximité, les services publics, la fiscalité et le pouvoir d'achat. Ce grand débat va susciter beaucoup d'espoir. Il ne faudra pas décevoir. À côté de réformes structurelles plus longues à mettre en place, des mesures concrètes d'application immédiate seront attendues par nos concitoyens. Comment envisagez-vous d'y répondre ? Dans quel domaine possible et avec quel calendrier? Et pensez-vous associer le Parlement, en particulier le Sénat, représentant des territoires, à l'élaboration de ces mesures et de ces réformes en amont d'un examen strictement législatif des projets de loi? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement, Monsieur Marc Fesneau. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gabouty, je veux d'abord vous remercier de votre question qui permet, lors de ces questions au gouvernement, de porter un certain nombre d'éclairages. Vous me posez la question de l'association finalement des parlementaires et singulièrement du Sénat au grand débat national qui va s'ouvrir. Vous avez raison de dire d'abord, je crois qu'il peut susciter, il va sans doute susciter un grand espoir pour un certain nombre de gens qui cherchent des solutions, qui posent un certain nombre de questions et de problèmes et auxquels il va falloir répondre. Peut-être vous répondre en 3 temps. Le premier temps, c'est le temps du débat qui est en train de s'ouvrir. Je voudrais saluer l'initiative d'un certain nombre de parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale, de responsables de groupes qui ont dit qu'ils s'associeraient au débat avec les divergences qui sont à l'intérieur de ce débat pour faire en sorte que les Français puissent se saisir des questions qui leur sont soumises et se saisir peut-être pour un certain nombre d'entre eux d'autres questions et pour faire en sorte que les parlementaires puissent aussi être les témoins vigilants et les porte-parole d'une certaine façon de ce qui va se dire ici. La deuxième chose, dire aussi que le Premier ministre a adressé au président des 2 assemblées un courrier pour créer un comité de suivi et permettre à chaque groupe politique, puisqu'il s'agit bien d'affaires politiques, de pouvoir suivre les débats et s'approprier également le débat. La troisième chose, et c'était peut-être plus au fond encore la question que vous me posiez et que vous nous posiez, c'est de faire en sorte qu'il y ait une traduction législative. Et au moment où parfois la démocratie représentative est mise en doute, en particulier et parfois par ceux qui manifestent, il est bon aussi que la démocratie représentative
à la fois dans le travail préalable, c'est-à-dire dans le débat, mais aussi dans la suite, c'est-à-dire le travail législatif, puisse se saisir des questions. Et donc c'est ce qui se fera au travers des textes qui seront examinés. Il y a des textes qui sont déjà sur la table et il y a des textes pour lesquels nous avons décidé d'aménager le calendrier. Je pense à la révision constitutionnelle ou d'autres textes et sur lesquels il faudra peut-être l'enrichir et probablement l'enrichir des débats qui auront lieu. Et puis peut-être des textes qui naîtront du débat tel qu'il est en train de se nouer sur les territoires. Et c'est donc bien l'articulation entre le débat qui doit se nouer et puis la deuxième chose qui est la capacité que nous aurons à traduire. Et vous avez raison de dire, il y a des solutions de long terme, il faudra le dire, parce qu'il y a parfois des solutions de long terme et parfois des solutions de court terme. C'est bien dans ce cadre-là que se déroulera le débat. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Esther Benbassa pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Mutilé, éborgné, défiguré, subissant quotidiennement la violence symbolique et sociale imposée par les politiques gouvernementales, c'est désormais dans leur chair que sont frappés de nombreux gilets jaunes. Face à cette crise majeure et à des rassemblements protestataires qui ne sont certes pas exempts parfois de violence, l'unique réponse apportée par l'exécutif est une répression disproportionnée. Plus de 5600 interpellations et gardes à vue, plus de 1000 condamnations. On recense environ 3000 blessés, dont 94 graves. Les violences policières vont crescendo avec l'usage d'armes toujours plus dangereuses, grenades de désencerclement, flashballs et autres LBD 40, sans oublier le tabassage et le gazage quasi systématique. Dernier, c'est vrai, c'est pour ça que ça vous énerve. Voilà. Dernier cas en date. Vous vous taisez quand même, non? Bon. Dernier cas en date, Olivier, père de famille de 47 ans, pompier volontaire, manifestant pacifiquement avec son épouse le 12 janvier à Bordeaux, touché à la tête par un tir de flashball. Il est dans le coma. Quand on sait qu'en principe, seuls les torses et les membres inférieurs peuvent être visés par les policiers. Depuis l'acte du mouvement des Gilets jaunes, l'IGPN a été saisie de 200 cas de violence policière, soit 118 font actuellement l'objet d'une enquête interne. Ma question est simple. N'est-il pas temps de mettre un terme à cette répression d'une brutalité intolérable et d'interdire, comme le préconise le défenseur des droits, l'utilisation d'armes non létales par les forces de l'ordre? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Benbassa. D'abord, le contexte, je tiens à rappeler le contexte dans lequel se déroulent les manifestations auxquelles vous faites allusion, un contexte de manifestations qui ne sont jamais déclarées, jamais encadrées, avec des manifestants qui, pas parfois, mais très souvent, s'en prennent de manière extrêmement violente et agressive aux policiers en leur jetant divers projectiles et beaucoup nous disent qu'ils ont le sentiment plutôt qu'on cherche à les tuer. C'est dans ce contexte-là que s'organise et qu'est prévue la riposte policière, Madame la sénatrice, et uniquement dans ce contexte-là, quand il y a des agressions ou quand il s'agit de disperser des attroupements violents. Et ce contexte, il est extrêmement encadré et vous le savez très bien, la riposte des policiers, elle est toujours proportionnée, elle se fait avec ce qu'on appelle des armes intermédiaires dont les conditions d'utilisation sont très encadrées, très contrôlées, très surveillées. Ce ne sont pas 200 plaintes dont a été saisie l'IGPN, mais ce sont 81 enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes pour des suspicions de violences policières. Donc il y a bien un contrôle qui est exercé. La riposte, elle s'effectue de manière proportionnée, mais face à de véritables agressions dont font l'objet les forces de l'ordre, alors même qu'elles sont là pour nous protéger, pour protéger ces manifestations. Et je vous le dis, les manifestants ont un comportement qui est extrêmement violent et c'est cette riposte-là qui s'organise. Alors vous parlez des moyens intermédiaires, vous parlez des moyens intermédiaires de défense. Effectivement, les policiers utilisent des grenades lacrymogènes, des grenades de désencerclement et parfois, quand ils sont vraiment acculés, le lanceur de balles de défense. Mais encore une fois, dans des conditions
conditions très strictes et nous avons rappelé avec Christophe Castaner à l'ensemble des policiers ces conditions d'usage et ces conditions d'emploi. Et je peux vous dire que si les policiers ne faisaient pas usage de ces moyens de défense, peut-être que certains d'entre eux auraient été lynchés, comme nous l'avons beaucoup vu. Nous avons beaucoup vu des tentatives de lynchage des membres des forces de l'ordre. Et ça n'est pas acceptable. Et c'est ça que nous voulons que vous condamniez. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Nous allons donc dans le grand débat lancé par le Président de la République et comme nous l'avons déjà dit publiquement, les parlementaires socialistes prendront toute leur part dans ce débat sur le terrain dans les communes. Nous sommes de fervents défenseurs du dialogue et du débat politique avec les Français. Nous redirons à cette occasion les propositions que nous vous avons déjà faites et que vous n'avez malheureusement pas suivies. Seulement, il est une proposition dont nous ne savons plus si nous aurons le droit de la formuler. Je veux bien sûr parler du rétablissement de l'ISF. Le président de la République a soufflé le chaud et le froid sur ce point. Qui devons-nous croire? Le président de la lettre aux Français qui exclut toute remise en cause de sa ligne économique et sociale, ou le président du débat en Normandie qui ouvre le droit de parler de l'ISF? Ce sujet de l'ISF pose plus largement la question de la prise en compte de la parole des Français dans ce débat. À l'image de vos reculs contraints sur une partie de l'augmentation de la CSG pour les retraités, sur la taxe carbone, sur le coup de pouce au SMIC via la prime d'activité, sur vos 80 km/h désormais, entendez-vous infléchir votre politique économique et sociale si contestée ou ce débat ne sera-t-il qu'un exercice de communication sans suite? Enfin, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi une dernière question. Comment envisagez-vous la conclusion de ce grand débat? Accepterez-vous, comme vous l'ont demandé certains syndicats, que la fin du grand débat prenne la forme d'une vraie négociation avec les partenaires sociaux que vous avez négligés jusqu'ici? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Kanner, vous m'interrogez sur le grand débat, son organisation, le sens qu'il peut avoir, la portée qu'il aura et ses conclusions, ou plus exactement la méthode retenue au terme de ce grand débat. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je peux parfaitement vous répondre. Ce débat est organisé pendant les 2 mois qui viennent pour faire en sorte que chacun, tous les Français, où qu'ils vivent, et ça compte, quel que soit leur âge, leur occupation professionnelle, leur statut, puissent s'exprimer. Vous savez comme moi, Monsieur le Président, qu'il est déraisonnable d'imaginer interdire aux Français de s'exprimer. Que si on les invitait à ne parler que d'un sujet, ils auraient toute liberté, toute latitude pour s'exprimer sur l'ensemble des sujets qu'ils veulent voir évoqués. Vous le savez, je le sais aussi. Et c'est parce que nous le savons que le Président de la République a souhaité cadrer, entre guillemets, le débat, non pas pour faire de tel ou tel sujet des sujets qui seraient tabous, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas évoquer, mais pour dire quel est le cadre dans lequel nous allons prendre en compte ce que diront les Français. Prenons un exemple qui, parce qu'il sera évident, montrera la logique. Imaginez, ce que je ne crois pas, ce que je n'espère pas évidemment, que les Français veuillent mettre en cause la forme républicaine de nos institutions. Je ne crois pas qu'ils le feront, même si nous devons faire attention à préserver ce qui nous semble parfois acquis. Imaginez qu'ils le disent. Vous voyez bien, Monsieur le Président, que nous ne nous engagerions pas dans cette logique. C'est bien évident. Je prends cet exemple et il est tellement excessif qu'il vous indique clairement les choses. Les éléments qui constituent le socle de l'engagement du Président de la République au moment de l'élection présidentielle, qui constituent le socle de l'engagement des parlementaires de la majorité, ont été acquis au moment d'une élection. Je pense que vous reconnaîtrez comme moi qu'ils ne peuvent pas être écartés, qu'ils constituent là aussi un des éléments qui font de la confiance, un des éléments sur lesquels cette majorité, que vous avez parfaitement le droit de critiquer, Monsieur le Sénateur, mais un des éléments sur lesquels cette majorité s'est engagée. Et la légitimité qui découle de l'élection doit évidemment aussi être respectée. Autrement dit, Monsieur le Président, un certain nombre de questions ont été posées, beaucoup,
35 ou 36, je crois, directement par le président de la République dans sa lettre qu'il a adressée aux Français. En répondant à ces questions, en s'exprimant sur ces sujets, les Français vont nous donner un certain nombre d'indications. Il appartiendra ensuite au gouvernement, au Parlement, à l'ensemble de ceux qui concourent au débat public, d'en faire leur miel, de s'en inspirer dans la réponse aux questions profondes et anciennes qui taraudent notre société. C'est dans cet esprit que nous nous engageons. Et vous évoquez la proposition qui a été formulée par certaines organisations syndicales, pas toutes, mais certaines, qui a été d'ailleurs reprise par certaines associations d'élus, d'organiser au terme de l'exercice une grande conférence territoriale et sociale qui permettrait à l'ensemble des acteurs en question d'échanger sur ce qui ressort du grand débat et de le transformer, le cas échéant, en proposition de solution. C'est une bonne proposition, je l'entends. Je pense que nous allons lancer le débat, que ce débat doit vivre et qu'au fur et à mesure qu'il vivra, nous pourrons répondre à un certain nombre de questions et de propositions comme celle-ci. Mais je crois, Monsieur le Président, que si nous voulons être logiques, alors il faut faire en sorte que ceux qui formulent l'ambition de participer au terme du débat à la définition des solutions choisissent, d'une façon ou d'une autre, de participer au débat pendant qu'il a lieu. Sinon, il y aurait quelque chose de, comment dirais-je, curieux à faire en sorte qu'on réclame de participer à la fin, mais qu'on ne participe pas pendant le débat. Si ce débat prospère, comme nous le souhaitons et comme je crois un très grand nombre de Français l'espèrent, alors peut-être faudra-t-il faire droit à cette proposition. Je crois qu'il est un peu tôt pour répondre à cette question. Je pense qu'il faut laisser au débat le soin d'être lancé, en garantissant aux Français ce que nous avons fait, ce que le président de la République a dit, ce que je redis ici devant les sénateurs, que nous tiendrons compte des éléments qui sont formulés à l'intérieur du cadre qui a été proposé par le président de la République. Monsieur le Président Kanner. Monsieur le Premier ministre, j'entends votre réponse et je vous confirme que les parlementaires socialistes participeront à votre grand débat, au grand débat national qui a été lancé par le président de la République. La démocratie participative peut être enrichie par la démocratie représentative, pardon. J'ai dit quoi? L'inverse, vous m'avez compris. En tout cas, la démocratie participative ne peut pas se substituer à la démocratie représentative. Et je tiens à insister sur le fait que nous défendrons becs et ongles le bicamérisme, Monsieur le Premier ministre. Et que naturellement, le Sénat comme lanceur d'alerte doit être respecté et parfois vous pourriez être bien inspiré à écouter ses conclusions. Merci. La parole est à Jean-Louis Lagourgue pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Mon cher collègue. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le 15 décembre dernier, un navire de pêche était intercepté au large de la Réunion avec à son bord près de 70 personnes, dont des femmes et des enfants, tous originaires du Sri Lanka. Quelques jours plus tard, un autre bateau accosté, transportant cette fois 7 passagers et portant à 5 le nombre de navires qui ont rejoint la Réunion en 2018, en provenance de cette île voisine de l'Inde, située à 4200 km des côtes réunionnaises. Ces faits laissent penser qu'une nouvelle filière est en train de se structurer pour fuir la crise politique, ethnique et religieuse qui divise l'ancien Ceylan. 10 ans après la fin de la guerre civile qui causait la mort de près de 100 000 personnes, les minorités tamoules et chrétiennes restent en proie aux persécutions. La Réunion représente une porte d'entrée vers la France, pays des droits de l'homme où la diaspora sri-lankaise compte environ 150 000 personnes. Sur les quelques 80 migrants qui ont rejoint la Réunion en l'espace de 10 mois, certains ont formulé des demandes d'asile, d'autres ont déjà été reconduits chez eux avec les conséquences que l'on peut imaginer. Au-delà de nous alerter sur le drame humain que vit cette population, l'ouverture de cette nouvelle voie migratoire vers la Réunion suscite de vives inquiétudes de la population. Mes questions, Monsieur le Ministre, sont donc les suivantes. Les autorités disposent-elles de moyens adéquats pour assurer la surveillance des côtes réunionnaises? Quelle position le gouvernement compte-t-il adopter face à ce phénomène aussi soudain qu'inattendu qui touche la Réunion?
Et comment accompagner cette population sans risquer une amplification du flux migratoire? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nunez. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Donc effectivement, je vous confirme que depuis le mois de mars de l'année dernière, nous avons enregistré l'arrivée de 4 navires sur les côtes réunionnaises, donc avec un certain nombre de personnes qui ont fait un périple de plus de 4000 km en mer. Et donc les autorités françaises à La Réunion ont mis en place un dispositif d'abord sanitaire d'accueil, de prise en charge, et puis un dispositif de prise en charge administrative qui a effectivement conduit à prendre en compte parfois des demandes d'asile, parfois ce sont des décisions de non-admission qui ont été prises, et comme vous l'avez souligné, il y a eu également des éloignements effectifs auxquels il a été procédé. La politique qui a été mise en œuvre est une politique qui a visé d'abord à renforcer la surveillance des côtes, comme vous le souhaitez bien évidemment à La Réunion, mais aussi bien en aval de cela, de prendre contact avec les autorités du Sri Lanka pour définir ensemble une politique qui conduit à les inciter à détecter des départs. Et ce sont plusieurs navires qui ont été empêchés de quitter le Sri Lanka pour se rendre à La Réunion. Donc c'était quelque chose d'assez positif. Et puis bien évidemment, cette politique, nous allons la poursuivre avec le Sri Lanka, puisque nous allons avoir une réunion avec les autorités du Sri Lanka à la Direction générale des étrangers en France qui se tiendra le 25 janvier pour aborder précisément cette thématique. Vous voyez bien que notre ambition, il est à la fois d'être protecteur du droit de protection auquel ont droit légitimement un certain nombre de personnes, mais en même temps être également très ferme pour éviter que ne se reconstitue une filière d'immigration clandestine du Sri Lanka vers La Réunion et au final une nouvelle filière de traite des êtres humains. Merci. Monsieur Lagourgue. Merci. La parole est à notre collègue Marc-Philippe Daubresse pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, dans le livre Révolution qu'il écrivait juste avant d'être élu président de la République, Emmanuel Macron disait ceci. Aujourd'hui, les Français ont l'impression que leur gouvernement ne gouverne plus. L'Europe, les partis, les marchés, les sondages, la rue, il existe une confusion sur le détenteur du pouvoir. Quand il n'y a pas de clarté des gouvernements, le peuple se cabre. Il faut savoir expliquer plutôt que de faire de la communication. Une nouvelle étape de la déconcentration de l'État est nécessaire. Je crois dans un nouveau partage démocratique. C'est le fondement de la République contractuelle dont nous avons besoin, la République qui fait confiance au territoire, à la société et aux acteurs pour se transformer. Les collectivités locales et leurs élus doivent jouer un rôle accru. C'est une nouvelle étape de transfert des pouvoirs vers ces collectivités que nous devons décider. Nous ne saurions mieux dire, Monsieur le Premier ministre. Au moment où la crise des Gilets jaunes se traduit par une rupture brutale du lien de confiance entre le peuple, son président et son gouvernement, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, depuis 2 ans, le président de la République a fait très exactement le contraire de ce que préconisait le candidat Macron, en recentralisant à outrance, toujours plus, et en rejetant le rôle prééminent des maires que vous reprenez subitement en considération? Êtes-vous enfin prêt à mettre en œuvre les conditions d'une déconcentration de l'État, comme on le disait, ainsi qu'une nouvelle étape de décentralisation massive et d'expérimentation en faisant confiance aux élus locaux et aux partenaires sociaux, comme vous le demandez dans les conférences le président du Sénat, qui est dans la Constitution un garant de l'équilibre des pouvoirs et des territoires. Bref, êtes-vous prêt à changer radicalement de méthode en agissant du bas vers le haut et non plus du haut vers le bas pour éviter que votre grand débat ne se transforme en grande débâcle? Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Daubresse. Vous remercier de votre question parce que ça permet, au-delà des saines lectures qui sont les vôtres et des citations que vous faites, de peut-être redire et repréciser ce qu'est la politique du gouvernement, et notamment dans le grand débat, à vrai dire. On a vu d'ailleurs, je trouve, un exercice mardi dernier avec le Président de la République avec les maires, qui était un exercice qui a démontré, pour ceux qui pouvaient en douter, y compris parmi certains manifestants, le rôle des maires, leur capacité à saisir la situation de leur territoire et à être les représentants de leur territoire. Le gouvernement, depuis qu'il est installé, il a envoyé un certain nombre de messages. Alors peut-être n'ont-ils pas été assez perçus. Le premier, c'est là... Monsieur Daubresse, vous avez été
maire d'une grande commune, Lambersart. J'ai été maire d'une commune un peu plus au sud de ce département. Et donc nous partageons cette connaissance, je crois, et cet amour des territoires et des collectivités locales. Et donc le gouvernement avait décidé, alors que pendant les 5 années précédentes, les dotations avaient baissé fortement, de stabiliser les dotations. Mais c'était un signal, c'est peut-être pas la question, mais c'était un signal de confiance qui avait été fait aux collectivités et aussi, peut-être, même si ça a pu être mal perçu, au travers de la contractualisation. La deuxième chose, c'est que le gouvernement, et c'est le texte que nous aurons à débattre, même s'il a été reporté, et le président de la République, devant le Congrès des maires en 2017, avait indiqué qu'il souhaitait qu'une nouvelle étape de la décentralisation s'opère avec le droit à la différenciation. Quoi de mieux que le droit à la différenciation pour permettre aux collectivités de se saisir des choses? Et puis le troisième point, parce que le président de la République en a parlé aux maires, nous étions plutôt collectivement, me semble-t-il, y compris dans les associations d'élus, à penser qu'il fallait opérer une pause sur les grandes réformes territoriales qui avaient donné un sentiment un peu de tourbillon aux uns et aux autres. Ceci étant, à l'expérience et à l'expérience que vous avez, que nous avons tous, on voit bien qu'il y a une question autour de la loi NOTRe, autour des périmètres, autour des compétences. Et cela aussi, le président de la République a déclaré qu'il se déclarerait ouvert à des débats, des ajustements, pas pour tout refonder une fois de plus, mais pour répondre aux exigences pratiques des maires. Et c'est bien ça qui sera l'enjeu aussi du grand débat. Merci, Monsieur Daubresse. Oui, monsieur le ministre, vous comprendrez, au vu de ce que j'ai lu, qu'on préfère les preuves d'amour aux déclarations d'amour. Nous attendons une grande conférence territoriale après le grand débat et une grande conférence sociale. Nous attendons une loi de décentralisation et nous attendons que vous mettiez en pratique les choses en respectant le Sénat, qui est quand même la première assemblée désignée par la Constitution pour représenter les collectivités territoriales. Merci. La parole est à notre collègue Vincent Delahaye. Pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, les Français regardent les sociétés d'autoroutes avec suspicion. Et pour cause. Si la qualité de service y est globalement élevée, les tarifs le sont aussi. Ce qui est inversement proportionnel à la transparence financière qui régit cet oligopole. Depuis les conditions de privatisation très discutables de 2005, les mêmes opérateurs prétendent ne pas gagner beaucoup d'argent. Ils nous en feraient presque pleurer. Et pourtant, ces sociétés ne savent pas quoi inventer pour demander aux gouvernements successifs d'allonger les durées de concession. Malheureusement, l'État désargenté cède à chaque fois au mirage de travaux plus ou moins utiles, réalisés par leurs propres filiales, contre quelques années encore de punitions tarifaires pour les automobilistes. Sans parler des turpitudes électoralistes d'une ministre du précédent quinquennat qui vont conduire à alourdir de nouveau la facture dès le 1er février. À l'heure où les Français veulent retrouver du pouvoir d'achat et exigent plus de transparence, il est temps de faire la lumière sur cette situation. Ces sociétés seraient soi-disant prêtes à faire un geste. Or, nous ne connaissons pas les conditions financières de ce geste. Nous ne sommes donc pas capables d'apprécier si l'effort est réel ou s'il s'agit d'une aumône presque insultante. Le gouvernement étudie actuellement ces propositions. À partir de quel niveau les jugera-t-il acceptables? Les sociétés d'autoroutes abandonneront-elles 20, 30 ou 50% des augmentations prévues? Il semble aussi que leur lobbying soit intense pour prendre en charge de nouvelles sections d'autoroutes contre un allègement de la durée des concessions. Qu'en est-il? Pouvez-vous nous assurer que les discussions seront conduites sans opacité et en prenant en compte la réelle situation financière de ces sociétés? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur de Rugy, Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Delahaye. Nous partageons globalement votre analyse. Et comme vous le savez, les sociétés d'autoroutes, les tarifs des sociétés d'autoroutes, les tarifs des péages sont fixés par des règles qui sont dans les contrats de concession d'autoroute. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui puisque la première concession a été créée par une loi de 1955 pour la société Escota qui gère notamment des autoroutes dans le sud de la France. Et par ailleurs, en 2005, en effet, les sociétés d'autoroutes qui appartenaient majoritairement à l'État ont été privatisées, ce qui à l'époque a rapporté de l'argent à l'État, mais ce qui évidemment ne nous donne plus aucune marge de manœuvre pour renégocier les contrats de ces sociétés. Et si nous faisions des promesses démagogiques, et vous avez bien fait de le rappeler, et que nous disions aux Français on va pouvoir baisser les tarifs, eh bien cela serait répercuté les années suivantes. Et nous le payons encore aujourd'hui, ce qui a été fait en 2015
où en effet, il y a eu une promesse démagogique de baisse des tarifs et donc c'est répercuté encore cette année. Les automobilistes vont payer cette promesse parce que ce n'est pas ceux qui font les promesses qui payent, c'est les automobilistes. Alors nous avons demandé aux sociétés d'autoroutes de faire des efforts sur la base de leurs tarifs, de leurs recettes. Et nous sommes en train de négocier. Elisabeth Borne, ministre des Transports auprès de moi, est actuellement, à l'heure où je vous parle, en train de négocier avec les sociétés d'autoroutes pour avoir des tarifs, notamment des abonnements. Les automobilistes qui utilisent ces autoroutes pour aller travailler tous les jours, il y en a, qu'ils aient des abonnements avec de fortes réductions sur cet usage quotidien des autoroutes, ce qui permettra là un gain concret pour un certain nombre de nos compatriotes. C'est ça notre objectif et je dis par ailleurs que nous sommes totalement contre le fait de prolonger encore plus ces contrats que nous trouvons trop avantageux pour les sociétés d'autoroutes. C'était la proposition des sociétés d'autoroutes de faire un geste en échange d'un allongement de durée, ce que nous refusons. Monsieur Delahaye, quelques secondes. Oui, Monsieur le Président, j'aurais aimé avoir la réponse sur ce qui paraissait raisonnable au gouvernement pour accepter ces propositions. En tout cas, nous souhaitons nous dire stop à la rentabilité maximale et stop à la transparence minimale pour les sociétés d'autoroutes. Merci. La parole est à notre collègue Antoine Karam pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dimanche dernier, 19 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans les bagages d'une mère et de 16 enfants à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne. Alors je vous le montre. Voilà le quotidien des Guyanais. En quelques années seulement, la Guyane, terre d'Amérique du Sud, est devenue un espace majeur de transit vers l'Europe. Imaginez qu'entre 2014 et 2018, les saisies ont augmenté de 335%, passant de 145 à 631 kg, si bien que selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, près de 30% du marché français, évalué entre 25 et 30 tonnes, proviendrait de la Guyane. Très concrètement, on compterait 20 à 30 mules par avion, soit plus de 3000 personnes par an et seulement 10% d'interpellés. À l'origine de ce trafic, un ennemi sans visage qui se cache derrière le destin tragique de ces mules, transportant la drogue dans leurs bagages, lorsqu'elles n'ingurgitent pas au péril de leur vie. Et j'en témoigne ici, pour l'avoir vécu, pour avoir vu une jeune femme mourir d'overdose en plein vol sous les yeux de son fils. Ces mules sont toutes nos enfants, les proies faciles de trafiquants sans scrupules qui puisent dans le vivier des jeunes inactifs. Parce que la société n'est aujourd'hui pas en mesure de leur proposer un emploi, de leur offrir un avenir, ces jeunes risquent volontiers leur vie contre le mirage de quelques milliers d'euros. Monsieur le ministre, je vous sais préoccupé par ce sujet. Je sais aussi que les autorités sont mobilisées et conscientes de l'ampleur du phénomène. Force est néanmoins de constater que les moyens de lutte et les tribunaux sont aujourd'hui saturés, que le trafic s'accroît considérablement avec lui le nombre de ses victimes. Alors je vous le demande solennellement. Le gouvernement entend-il déployer un plan ambitieux de prévention et de lutte contre le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, Monsieur Nunez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Karam. Sur le constat d'abord, vous avez raison, le trafic de stupéfiants en provenance de la Guyane est en augmentation. Vous savez, et vous l'avez rappelé, que c'est une des voies d'acheminement, d'un pays de provenance, un département de provenance de la cocaïne qui est importée ici en France, donc qui passe par ce département et qui provient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Le constat, il est là, avec une augmentation et des personnes qui parfois exposent leur vie en transportant incorporé, comme on dit, après ingestion, cette cocaïne. Et l'augmentation est importante. Ce que nous avons mis en œuvre, compte tenu de cette augmentation exponentielle, et après qu'un groupe interministériel se soit réuni avec les ministères concernés, l'Intérieur, la Justice, Solidarité et Santé, et nous nous sommes réunis pour décider 3 mesures. D'abord, le renforcement significatif des contrôles au départ
à Cayenne et puis à l'arrivée à Orly. Et ce renforcement de contrôle, il s'est accompagné d'un renforcement des effectifs. Voilà pour la première mesure et qui est en œuvre dès à présent. S'agissant de la deuxième mesure, nous avons tout au long de l'année 2017-2018 renforcé les effectifs qui sont en charge de la lutte contre les trafics de stupéfiants en Guyane, sur le territoire guyanais. Et donc ces agents, ce sont des agents de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des douanes et qui effectuent un travail en profondeur pour lutter contre les réseaux de trafic de stupéfiants. Et puis, troisième piste plus globale, c'est ce que nous a demandé de mettre en œuvre le président de la République, c'est ce que nous a demandé de mettre en œuvre le Premier ministre. C'est un plan global de lutte contre les trafics de stupéfiants qui inclut dans l'action que nous menons une collaboration, un partenariat avec les pays de provenance de cette cocaïne pour mener une action qui soit beaucoup plus efficace. Voilà, monsieur le sénateur, vous pouvez compter sur la détermination du ministre de l'Intérieur, de l'ensemble du gouvernement pour lutter contre ce fléau qu'est le trafic de stupéfiants et notamment en provenance de la Guyane. Merci. Merci. La parole est maintenant notre collègue Nadine Grelet-Certenais pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Le 30 décembre dernier, pour les fêtes de fin d'année, paraissait un décret d'application de la loi joliment intitulé « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » visant à renforcer le contrôle des chômeurs avec l'idée que les Français les plus en difficulté, les plus fragiles seraient responsables de leur exclusion. Voici donc comment ce décret entend responsabiliser ceux qui déconnent, ceux qui n'ont pas le sens de l'effort, selon les termes choquants employés sans vergogne par le président de la République. Ainsi, dès le premier refus d'une offre, le chercheur d'emploi pourra être radié des listes de Pôle emploi. L'offre raisonnable d'emploi est redéfinie, le salaire précédent n'est plus un argument de refus. Dès le premier manquement, l'allocation est supprimée, non suspendue, ce qui permettait auparavant de conserver ses droits. Enfin, la surveillance sera assurée par le journal de bord numérique qui permettra de contrôler en temps réel les chômeurs. Les syndicats ont bien sûr fortement réagi contre ce nouveau caporalisme déshumanisé à l'égard des demandeurs d'emploi. On ne peut vouloir baisser le chômage en radiant les allocataires ou en accroissant la précarité des exclus d'emploi. En raison de la masse des dossiers suivis et de l'explosion des CDD de moins d'un mois, les agents de Pôle emploi estiment que ce climat de suspicion dénature leur mission, sans compter le fait que vous avez supprimé 800 postes dans la dernière loi de finances. Ne serait-il pas temps, Madame la Ministre, à l'heure où vous semblez vouloir adopter une autre attitude à l'égard des syndicats et en vue du grand débat, de modifier votre analyse de la situation d'emploi, de privilégier enfin l'accompagnement plutôt que la sanction des plus précaires et questionner non pas seulement l'employabilité des personnes, mais le nombre et la qualité des emplois proposés par les entreprises. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nadine Grelet-Certenais, vous m'interrogez sur le décret du 30 décembre qui intervient en application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre dernier. Alors, quel est le sens du contrôle? Il a un sens double. Le premier, c'est que dans tout système de solidarité collective, il faut un équilibre des droits et des devoirs. Le deuxième sens, c'est qu'on constate empiriquement, et ça vient des équipes de Pôle emploi, que le contrôle parfois permet de remobiliser. Je vous donne un exemple. Sur les 300 000 contrôles aléatoires qu'a fait Pôle emploi dans la dernière vague, sur 100 demandeurs d'emploi, 66 cherchaient activement un emploi, 20% étaient découragés et on peut le comprendre. Ils baissaient, après avoir fait des tas et des tas de démarches, il y a un jour où on baisse les bras parce que c'est un peu désespérant. Le fait dans le contrôle de s'en apercevoir a permis de remobiliser et le demandeur d'emploi et les équipes de Pôle emploi avec des très beaux succès ensuite. Et puis 14% ne cherchaient pas activement un emploi et n'avaient pas de difficultés particulières de santé, de logement, d'éloignement ou des difficultés qu'on peut comprendre et qui sont prises en compte dans le contrôle. Alors pour cela, oui, le contrôle a été revu. Pourquoi? Parce qu'il était également injuste et inéquitable. Jusqu'ici, dans le cadre de l'offre de recherche, dans l'offre raisonnable d'emploi, que d'ailleurs les gouvernements précédents n'ont jamais supprimé, donc vous l'avez soutenu également, il y avait un système injuste et considéré de la même façon une femme seule qui habite dans une zone rurale et qui est contrainte par les horaires de crèche pour pouvoir placer son enfant et travailler, qui pouvait être sanctionnée parce qu'elle refusait un emploi, mais par contre,
le cadre dans une métropole sur un métier où il n'y a pas de chômage, lui, n'avait pas forcément de sanction. Et donc, on a simplement fait quelque chose de plus équitable qui vient de l'expérience du terrain des agents de Pôle emploi. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être sanctionné on ne peut pas être pénalisé pour un sujet sur lequel on n'a pas la prise. Et concrètement, ça veut dire que dès le premier jour, le demandeur d'emploi et le conseiller Pôle emploi vont définir sur quelle base l'emploi peut être recherché et contrôlé. Madame Grandet-Certenais. Madame la ministre, vous poursuivez une logique technocratique avec ce décret. Vous ajoutez de la culpabilité à la précarité et vous mettez en danger une population déjà affectée par le sentiment d'injustice. Ce décret est très mauvais augure en vue de la réforme systémique de l'assurance chômage actuellement sur la table de négociation. Vous parlez d'équilibre des droits et devoirs. Qu'en est-il des fraudeurs fiscaux par ailleurs? La parole est à notre collègue Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte sur la politique fiscale. Depuis plusieurs mois, nous avons assisté à des atermoiements successifs du gouvernement. Je ne reviendrai pas sur la taxe sur les carburants, sur l'impôt sur les sociétés, l'exit tax, les charges sur les heures supplémentaires, la CSG et bien d'autres. La liste est très longue. Et récemment, nous avons eu en effet des déclarations contradictoires sur la taxe d'habitation, sur l'impôt sur les successions ou sur l'ISF. Mardi dernier, le président de la République a rajouté, j'allais dire, au catalogue les 80 km/h, les réversions. Donc ma question est simple, pouvez-vous éclairer le Sénat ou tenter d'éclairer le Sénat sur la feuille de route en matière de politique fiscale pour répondre aux exigences fixées par le président de la République? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances, monsieur Bruno Le Maire. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice, je vais vous rassurer sur notre feuille de route. Notre feuille de route, c'est baisser les impôts. Baisser les impôts pour les ménages, baisser les impôts pour les entreprises. Baisser les impôts pour les ménages, c'est la taxe d'habitation. Vous connaissez ma conviction sur le sujet. J'estime que cet impôt doit être totalement supprimé pour l'ensemble des ménages. Ça n'exclut pas que la question soit posée aux Français, mais je vous rappelle la position qui est la mienne. S'agissant de la fiscalité sur le capital, l'ISF, le prélèvement forfaitaire unique, je vous redis aussi ma conviction forte. Il faut baisser l'impôt sur le capital pour que nos entreprises puissent investir, innover, créer des emplois. Et donc je suis favorable à ce que nous maintenions la suppression de l'impôt sur la fortune et le prélèvement forfaitaire unique. Mais vous êtes, de ce côté-là de l'hémicycle, comme je le pense dans tout cet hémicycle, favorable à la réindustrialisation de notre pays. Il n'y aura pas de reconquête industrielle en France sans baisser les impôts et les taxes sur le capital et sans baisser les impôts de production sur l'industrie. Ça fait 20 ans que l'on fait croire aux Français qu'on peut avoir une industrie forte avec des impôts élevés. Eh bien, le million d'emplois supprimés dans l'industrie montre que ce n'est pas la bonne voie. Nous poursuivrons donc la baisse des impôts sur l'industrie et sur l'ensemble des entreprises françaises en ramenant l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% en France d'ici 2022. Ça n'exclut pas non plus, Madame Desroches, baisser les impôts pour tous les Français, baisser les impôts pour l'économie en France de 1 point minimum sur 5 ans. Ça n'empêche pas non plus d'aller chercher l'argent là où il se trouve et de mettre en place, comme nous allons le faire, une juste taxe sur les géants du numérique qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2019 pour que tous les géants du numérique payent en France le même montant d'impôt que nos PME et nos petites entreprises. Madame Deroche. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, et vous avez donné vos propres convictions. Mais nous avons beaucoup de déclarations de vos collègues du gouvernement qui sont contraires à ce que vous venez de dire. Or, on a eu 20 mois d'une politique péremptoire avec aucun écho à nos propositions. Maintenant, nous sommes partis pour quelques mois d'incertitude jusqu'à la fin du débat.
Mais que de temps perdu et que n'avez-vous écouté les sénateurs, nous qui sommes au plus près du terrain et qui connaissons la vraie vie. Ces pas tango permanents déclaratifs sont terriblement anxiogènes pour nos concitoyens, que ce soit les chefs d'entreprise, les agriculteurs, les particuliers, les classes moyennes, les familles. Cela change tout le temps et chacun voit bien ce qui est donné d'une main est repris doublement, voire plus de l'autre côté. Donc, je terminerai par une formule d'un économiste pourtant modéré. La politique fiscale du gouvernement, ce n'est plus une usine à gaz, mais toute une zone industrielle. Merci. La parole est à Jean-Pierre Moga pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la création et l'exploitation d'une retenue d'eau collective, le lac de Caussade dans Lot-et-Garonne. Il s'agit d'un lac collinaire de moins d'1 million de mètres cubes destiné à l'irrigation. La réalisation de ce lac serait pour les agriculteurs un espoir. Une partie des eaux de pluie hivernales pourrait être stockée pour être utilisée en période estivale. Ce serait aussi une opportunité de maintenir un étiage convenable du petit ruisseau en aval de la retenue pendant l'été. Les porteurs de projets dans le monde agricole, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs, se heurtent à des textes qui rendent quasiment impossible la réalisation de telles opérations. C'est peut-être cette complexité des lois et des normes qui a poussé les agriculteurs à enfreindre la loi et à entreprendre la construction de l'ouvrage. Solution que je déplore, mais qui est une réalité. Dans ce contexte, nous risquons de vivre un nouveau Sivens, mais un Sivens où à la place des zadistes, il y aurait des agriculteurs. Maintenir la paix sociale avec le monde agricole avant qu'il ne soit trop tard est une priorité absolue, Monsieur le Ministre. Les agriculteurs sont des gens respectables, qui doivent irriguer leur culture pour nourrir la population. Aujourd'hui, ils doivent faire face à d'importantes mutations comme jamais. Ils sont à bout. Je vous demande donc, quelles mesures vous envisagez de prendre afin de résoudre ce problème et d'en sortir par le haut? Enfin, vous le savez comme moi, le changement climatique est malheureusement en marche. Le monde rural va vivre des périodes de sécheresse de plus en plus importantes. Aussi, envisagez-vous d'adapter la loi sur l'eau afin de mieux répondre aux défis majeurs qui nous attendent? Merci. Pour vous répondre, la parole est à François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Moga. Vous avez raison, la question de l'accès à l'eau est un des enjeux clés des effets du dérèglement climatique et particulièrement dans la grande région sud-ouest où on constate déjà aujourd'hui tous les ans de graves déficits en eau. Et c'est pour cela que c'est la priorité que nous avons fixée à la deuxième phase des assises de l'eau. Donc tous les acteurs, élus locaux, mais aussi représentants des agriculteurs, des industriels, des consommateurs, qui réfléchissent sur la réforme de notre politique de l'eau, c'est bien l'adaptation au dérèglement climatique et notamment la question du stockage de l'eau, car il faut bien appeler les choses par leur nom. S'agissant de la situation à Caussade, je tiens à rappeler que ce projet n'a jamais pu apporter la preuve de sa compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le fameux SAGE que tous les élus locaux connaissent bien, et le respect des directives européennes en vigueur. Et cela malgré plusieurs alertes, et c'est pourquoi j'ai demandé avec le ministre de l'Agriculture à l'époque, donc Stéphane Travert, le retrait de l'arrêté préfectoral de juin 2018 qui avait été pris contre l'avis de 2 préfets de région. Et nous en avons d'ailleurs tiré les conséquences concernant la préfecture de département. Malgré cela, le projet a été lancé illégalement par le porteur de projet et vous l'avez dit un peu en quelque sorte en situation inversée de Sivens qui est malheureusement de triste mémoire. J'ai donc donné immédiatement des instructions pour que l'ensemble des démarches soient engagées et notamment par la justice pour constater l'illégalité des travaux, ce qui a été fait. Il existe d'ailleurs des systèmes d'astreinte financière pour non-respect des décisions de justice et qui vont être enclenchés par l'État. Mais cet exemple négatif ne doit pas nous détourner de l'objectif que nous partageons avec Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, de trouver des solutions concrètes pour le stockage
de l'eau, la gestion de la ressource en eau, avec des fortes pluies parfois à certains moments et des périodes de sécheresse. Il y a l'exemple des Deux-Sèvres qui peut nous être très instructif et nous allons donc agir dans ce sens. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Julien Bargeton pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous à côté du gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Ainsi s'exprimait Victor Hugo, l'un de nos éminents collègues. Cet édifice commun est aujourd'hui trop souvent attaqué. Les agressions répétées de journalistes sont inadmissibles et mettent en danger le pacte républicain. En s'attaquant à la presse, en bloquant la diffusion de journaux, en menaçant une journaliste de viol, comme à Toulouse, en insultant en permanence sur les réseaux sociaux, c'est la République que l'on agresse. Mais personne ne tordra le bras à la République. La France n'acceptera jamais de banaliser le bâillon. Ailleurs, la liberté de la presse, c'est peut-être un luxe, c'est peut-être une chimère. En France, c'est un droit fondamental. Informer, créer le débat, divertir. Et je n'oublie pas que dans le monde, des journalistes ont payé de leur prix cette liberté. Et je n'oublie pas les victimes de l'attentat du 7 janvier 2015, Charlie Hebdo, qui ont payé de leur prix, de leur vie, cette liberté fondamentale. Alors, comme les Français gardent en mémoire ce souvenir, la meilleure façon d'honorer nos morts, de les respecter, c'est de défendre sur le terrain, comme en ligne, la liberté de la presse et le travail des journalistes. Monsieur le ministre, à l'heure où toute la France s'apprête à débattre, quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour défendre cette liberté et sanctionner ceux qui souhaiteraient y attenter? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bargeton, merci de votre question dans ses fondements et puis aussi dans l'occasion qu'elle nous offre de pouvoir répondre aux questions que vous posez. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 indique que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits de l'homme les plus précieux de l'homme. Sans cette liberté, sans les médias, sans les journalistes et leur travail, il n'y a pas de démocratie possible. Les journalistes en sont les vigies et une démocratie qui ne défend pas sa presse est une démocratie qui s'oublie et une démocratie qui se nuit. Le journaliste peut évidemment être contesté, critiqué, il doit bien sûr faire l'objet de controverses, il doit aussi rendre des comptes, mais rien ne justifie les appels à la défiance, puis à la haine, puis à la violence que nous avons entendus. Et rien ne justifiera que l'on cherche par la force ou par la peur à bâillonner les uns ou les autres. Dans ce débat qui nous occupe, où les journalistes sont de plus en plus souvent mis en cause dans le débat public, il est une arme essentielle, c'est l'éducation aux médias. Et nous ne ménageons pas des efforts sur ce sujet. Le traitement de l'information appelle aussi l'exigence déontologique la plus forte. C'est pourquoi le gouvernement a confié une mission à Emmanuel Hogue, comme vous le savez, qui procède depuis quelques semaines à une concertation la plus large possible sur le sujet pour aboutir à des propositions. Défendre la liberté de la presse, c'est aussi lutter contre les tentatives de manipulation de l'information qui sévissent et que nous avons vu encore à l'œuvre. C'est la vision qui préside à la loi promulguée le 25 décembre dernier. C'est aussi soutenir le modèle économique de la presse et c'est ce que nous faisons au niveau européen et c'est ce que le travail qui est fait aussi dans les deux assemblées sur cette question. C'est défendre la liberté de la presse, c'est aussi rendre possible la diffusion des idées sur tout le territoire et c'est pour cela que nous prenons à bras le corps la question de la distribution de la presse en soutenant le redressement de Presstalis. Défendre les libertés et la démocratie, c'est aussi défendre je me permettrai de le dire, les parlementaires menacés, les élus locaux menacés, les citoyens privés de leur exercice de circulation, leur libre exercice de circulation ou de droit simplement à exercer une activité. C'est défendre les institutions menacées ou les ministères envahis, c'est défendre les parlementaires, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc cette question démocratique, elle touche à la fois la presse, vous voyez les éléments qu'on a sur la table, et il touche l'ensemble des institutions et je crois que c'est un sentiment que nous partageons les uns et les autres. Je vous remercie. Monsieur Bargeton, non. La parole est à notre collègue Muriel Jourda pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous. Je crois au bicamérisme qui garantit une démocratie mieux équilibrée. Il n'est pas de république forte sans institutions puissantes. Nées de temps troublés, nos institutions sont résistantes aux crises et aux turbulences.
Vous aurez sans doute reconnu, Monsieur le Premier ministre, le discours d'Emmanuel Macron, président de la République, au Congrès lors des mois de juillet 2017 et 2018. Et il avait raison. Nous connaissons une crise sociale, une crise culturelle, une crise territoriale, mais nous ne connaissons pas de crise des institutions. Pour autant, dans sa lettre aux Français, le président de la République met en discussion la transformation du Sénat. Quelles sont vos intentions à l'égard du Sénat? Pour vous répondre, la parole à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez cité le Président de la République dans son discours au Congrès. Vous auriez pu aussi, même si c'est moins prestigieux, citer le Premier ministre à l'occasion du discours que j'ai prononcé pour la première fois au Sénat. Je reconnais que ça a moins de prestige, mais vous reconnaîtrez aussi, Madame la sénatrice, qu'à l'occasion de ce discours, j'avais indiqué mon attachement au bicamérisme, le rôle essentiel dans une démocratie de ce dialogue permanent entre deux assemblées qui tirent leur légitimité de modes de désignation différents, de temporalités différentes. C'est un élément constitutif de notre équilibre démocratique. Et j'observe que ce n'est pas propre au génie français, même s'il est considérable, puisque dans toutes les démocraties, c'est ce dialogue qui permet une forme de sagesse et d'équilibre. Donc, je n'ai aucun problème, Madame la sénatrice, à dire aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, que j'étais attaché et au bicamérisme et au Sénat. Et j'observe, Madame la sénatrice, que dire ceci ne doit pas, et je pense que vous pourrez le reconnaître avec moi, nous exonérer d'une réflexion sur le bon fonctionnement du bicamérisme, sur la bonne désignation de ceux qui siègent dans ces deux instances, sur... Mais enfin, bien entendu, vous avez cité le mouvement des Gilets jaunes. Reconnaissez avec moi que dans la très grande masse de revendications qui sont exprimées, dans leur très grande diversité, il y a aussi des questionnements, pas forcément sur l'existence de telle ou telle assemblée, mais sur la capacité de telle ou telle assemblée à correctement représenter la population française. Je ne dis pas, Madame la sénatrice, que c'est les seules revendications, mais nous pouvons, je crois, reconnaître que ces questions sont posables dans une démocratie comme la nôtre. Le président de la République, dans le débat qu'il a engagé, a ouvert un chapitre sur la démocratie et la citoyenneté. Posons les questions dans la démocratie et la citoyenneté, sur la participation de nos concitoyens à la prise de décision, que ce soit d'ailleurs au niveau local ou au niveau national, sur la représentation de nos concitoyens, sur le fonctionnement de nos institutions, sur ce besoin de participation de nos concitoyens. Il a souhaité faire en sorte que le débat soit ouvert. Le président du Sénat a choisi, à l'occasion d'une conférence de presse qui se tenait, je crois, ce matin, Monsieur le Président, d'indiquer, et ça lui appartenait, l'attachement rappelé par le président de la République au bicamérisme. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, je serai toujours ouvert à cette discussion, qui est une discussion qui doit être continue dans le temps, pour faire en sorte que nos institutions fonctionnent mieux, que notre bicamérisme fonctionne mieux, que nos citoyens soient toujours convaincus qu'ils fonctionnent comme ils devraient fonctionner. C'est ça le sens du débat, et je crois que ce sont des questions très raisonnables et qui intéressent nos concitoyens. Madame Jourda. J'entends votre réponse, Monsieur le Premier ministre, et nous sommes d'accord sur le fait qu'il faille mener une réflexion. Je rappelle d'ailleurs qu'elle avait commencé dans les assemblées avant de se dérouler sur les ronds-points et qu'à aucun moment le Sénat ne s'était montré hostile à cette réflexion. Mais puisque nous sommes en temps de grand débat, je vais pouvoir faire aussi, si vous le permettez, quelques observations. D'abord pour rappeler qu'avant tout, le Président de la République, au terme de notre Constitution, il est garant des institutions. Et sans doute devra-t-il résister à la tentation de jeter ces institutions en pâture au mécontentement de la population pour précisément faire changer d'objet à ce mécontentement. Je rajouterai aussi que le président de la République semble finalement beaucoup s'inspirer du Sénat, désormais c'est en dernier. J'en prendrai quelques exemples. Lorsqu'il évoque le travail sur le statut de l'élu, lors de sa réunion devant les maires de l'Eure, il parle du rapport de nos collègues Bockel-Darnaud. Lorsqu'il évoque l'évolution de la loi NOTRe, le président de la République parle de la proposition de loi Bas-Retailleau-Darnaud.
Lorsqu'il évoque l'adaptation locale de la limitation de vitesse à 80 km/h, il parle du rapport de nos collègues Raison, Vullien, Fichet. Lorsqu'il évoque les objectifs annuels en matière d'immigration dans sa lettre aux Français, le président de la République parle de l'amendement récent de notre collègue Roger Carucci. Lorsqu'il veut prendre des mesures contre les casseurs, il va falloir conclure. Le président de la République reprend la proposition de loi du président Retailleau. Avant de songer à transformer le Sénat, peut-être l'exécutif pourrait-il songer à transformer son regard sur le Sénat. Nous ne sommes pas qu'un contre-pouvoir encombrant, nous sommes aussi et avant tout la voix des territoires de France. Merci. La parole est à notre collègue Brigitte Micouleau pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Ministre, depuis maintenant 2 mois, en marge des manifestations des Gilets jaunes, un certain nombre de centres-villes de notre pays sont chaque samedi le théâtre de violences et d'affrontements inacceptables. On ne compte plus les commerçants, artisans, professions libérales qui ont vu leurs locaux attaqués, dégradés ou pillés. Quant à ceux qui ont la chance d'échapper à ce déchaînement gratuit de haine, ils vivent dans l'angoisse des samedis à venir et constatent de semaine en semaine la mort dans l'âme, le déclin de leur activité. Craignant pour leur sécurité, les clients délaissent en effet massivement les centres-villes. Chiffre d'affaires en baisse de plus de 40%, chômage technique, licenciement constituent aujourd'hui le lot quotidien de nos commerçants, artisans, restaurateurs, hôteliers. L'avenir, si rien ne change, si rien n'est fait pour les soutenir, une très probable explosion du nombre de dépôts de bilan. Or, Monsieur le Ministre, ces commerçants et ces artisans jouent un rôle économique mais aussi social. Plusieurs municipalités, conscientes qu'il ne peut exister de centre-ville sans commerce, vont prendre des mesures d'urgence. C'est le cas de Toulouse où un conseil municipal exceptionnel examinera un plan d'aide de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais les communes ne peuvent pas tout, les maires prennent leurs responsabilités, l'État doit également prendre les siennes. Plusieurs propositions d'aides individualisées seront demandées, notamment l'exonération et non le simple report des charges sociales patronales pour les mois de décembre et de janvier de la CFE, ainsi que le report de la mise en application de la révision des valeurs locatives commerciales. Monsieur le ministre, entendez-vous le désespoir des commerçants et artisans des centres-villes? Comptez-vous leur venir en aide? C'est urgent. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire. Oui, Madame la sénatrice Micouleau, je partage totalement ce que vous venez de dire. J'ai eu l'occasion, il y a plus d'1 mois, de dire que ces violences, ces dégradations de commerces, de magasins, ces pillages étaient inacceptables et qu'ils avaient un impact catastrophique sur notre économie. Je maintiens ces termes. La violence, les dégradations, les pillages, les menaces contre des commerçants sont inacceptables et ont un impact catastrophique sur notre économie et toujours sur les plus petits commerces, sur tous ceux qui ont des commerces de centre-ville et qui ne peuvent plus exercer librement leur activité. Ça a un impact également sur les grandes surfaces qui ont du mal à s'approvisionner. Ça a eu un impact considérable sur la restauration, sur l'hôtellerie, dans une période de fête qui est normalement une période où le chiffre d'affaires est élevé. Ça a eu un impact très important dans des secteurs très spécifiques, le jouet, l'alimentation, l'habillement. Nous allons faire le bilan des soldes d'ici quelques jours pour voir l'impact concret que cela a eu. Je vous confirme que nous avons mis en place la cellule d'urgence au ministère de l'Économie et des Finances. Nous y travaillons avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, pour que nous puissions avoir cet allègement de charges pour ceux qui ont été le plus touchés. Nous restons en permanence ouverts au dialogue avec les représentants des commerçants et des artisans. Je vous confirme également que nous avons sollicité les assureurs pour qu'ils répondent le plus rapidement possible aux difficultés de ces commerçants. Et puis nous sommes en train de faire un bilan précis de l'évaluation de l'impact économique du mouvement en cours et des violences auxquelles elles ont donné lieu pour que nous puissions mesurer précisément l'impact de ce mouvement sur la croissance française et sur notre économie. En tout cas, ma porte, comme celle de Muriel Pénicaud, reste ouverte en permanence aux parlementaires qui le souhaitent, aux représentants des commerçants, des artisans ou de toutes les activités économiques pour que nous travaillions ensemble aux solutions les plus efficaces possibles. Merci. Je voudrais saluer dans cet hémicycle
Madame Françoise Ramon, notre nouvelle collègue sénatrice d'Eure-et-Loir depuis le 2 janvier. Prochaine question d'actualité le mardi 22 janvier. Je vais suspendre la séance et sera reprise à 16h15 pour le débat sur le retrait britannique de l'Union européenne en vieux français Brexit. La séance est suspendue pour 10 minutes. Et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement qui ont été marquées par le grand débat national et notamment par la réforme des institutions. La sénatrice Les Républicains Muriel Jourda a interrogé le gouvernement sur la remise en question du rôle du Sénat, notamment dans la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, le Premier ministre, lui a répondu en disant qu'il était toujours très attaché au bicamérisme dans les institutions, mais il a affirmé qu'il pouvait être bon d'engager une réflexion sur la bonne désignation des membres du Parlement et sur la participation des citoyens à la fabrication de la loi. Globalement, dans ce grand débat national, les sénateurs souhaitent qu'il y ait une nouvelle étape dans la décentralisation et que ce grand débat se conclue par une grande conférence sociale et territoriale pour redonner la parole aux partenaires sociaux et aux élus locaux. Édouard Philippe, le Premier ministre, a indiqué qu'il était plutôt favorable, que c'était une bonne proposition, mais qu'il souhaitait que les élus locaux participent d'abord à cette grande consultation. Et puis, autre moment fort dans cette séance, la question de la sénatrice communiste Esther Benbassa sur les violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes. Elle a parlé de gazage, de répression disproportionnée sous les huées de la droite sénatoriale. Le secrétaire d'État, Laurent Nunez, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, a lui défendu les policiers et l'usage, je cite, cadré du flashball qui est fait face à des manifestants qui, je cite, cherchent parfois à lyncher et à tuer les policiers. Voilà pour les temps forts de cette séance de questions d'actualité. Merci beaucoup Alexandre pour vos explications. On va continuer d'analyser les temps forts de cette séance avec mon invité aujourd'hui, Nadia Sollogoub. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat, sénatrice centriste de la Nièvre. On va parler évidemment de ce grand débat, mais aussi de l'avenir du Sénat et du CESE peut-être, puisque Gérard Larcher l'a rappelé ce matin, il n'y aura pas de fusion. Pourtant, cela fait toujours partie des interrogations sur cette réforme institutionnelle. On va y venir, Nadia Sollogoub, dans un instant, si vous voulez bien. On retourne salle des conférences puisque la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, est au micro de Tam Nuit. Et oui, Nathalie Loiseau, nous allons parler ensemble de ce Brexit. Le Brexit dur est-il pour vous aujourd'hui inévitable? Nous sommes à la veille, à quelques minutes de ce débat qui va avoir lieu au Sénat sur ce sujet. Nous sommes dans une période d'incertitude. Les Européens ont négocié et conclu avec le gouvernement britannique un accord de retrait qui permet une séparation raisonnable, censée ordonnée entre l'Europe et le Royaume-Uni. Cet accord de retrait, la Première ministre britannique l'a soumis à la ratification de la Chambre des communes et elle a essuyé un échec. Est-ce que ça veut dire que cet accord de retrait est totalement mort? Nous ne le pensons pas. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 3. Soit on veut un accord de retrait, on veut un retrait ordonné et c'est cet accord qui a été négocié qu'on ne peut pas réouvrir. Soit on est prêt à ce qu'il n'y ait pas de Brexit, ça c'est aux Britanniques de le dire et nous la porte reste ouverte. Le fameux Remain. Soit c'est un retrait brutal, sans accord et c'est de moins en moins improbable. C'est la raison pour laquelle... Ce sont les mots du Premier ministre aujourd'hui. Absolument, c'est la raison pour laquelle nous nous préparons. Un doux euphémisme peut-être? Vous avez l'impression que ça va être de plus en plus probable? Écoutez, c'est aux Britanniques de se déterminer, mais en tout cas, c'est à nous, responsables politiques, d'être prêts pour tous les scénarios, notamment en cas d'absence d'accord. Nous voulons défendre les intérêts des citoyens français, des Britanniques qui résident sur notre sol, parce qu'ils sont les bienvenus, les intérêts de nos entreprises. C'est ce que nous faisons avec ce projet de loi qui, je l'espère, sera adopté tout à l'heure, qui permettra... Adoption définitive qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance. Exactement. Il y a 5 ordonnances qui sont en cours de préparation. Elles sont même prêtes pour dire les choses. La première sera présentée au Conseil des ministres dès la semaine prochaine si le projet de loi est adopté. Donc nous allons vite, nous serons prêts. Nous avons mis des moyens de côté, des moyens humains, des moyens financiers pour faire en sorte qu'on puisse continuer à circuler de part et d'autre de la Manche, mais que de notre côté, la fluidité du trafic soit assurée.
Oui, effectivement, parce que le Brexit dur, ce sont des problèmes très concrets, des problèmes pour les douanes, des problèmes pour les ports, des problèmes pour les aéroports, pour l'industrie aéronautique aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns des exemples de ces problèmes que cela peut poser? Alors, s'il n'y a pas d'accord, cela suppose que nous rétablissions des contrôles douaniers, des contrôles réglementaires pour les personnes et pour les marchandises qui arrivent du Royaume-Uni. Pour cela, il faut donc davantage de policiers, davantage de douaniers, davantage de vétérinaires. Et ils sont recrutés, ils sont en train d'être formés. Ce que nous voulons, c'est que ces contrôles aillent vite pour ne pas embouteiller la circulation. Donc il faut des aires de stationnement. Là-dessus, des autorisations sont demandées. Des infrastructures temporaires seront construites pour être prêts au 30 mars. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Loiseau d'avoir répondu à mes questions, alors qu'effectivement, je vous le disais, eh bien, il va y avoir un débat qui va se tenir sur ce sujet au Sénat d'ici une dizaine de minutes. Merci à vous, Tam, pour cette réaction en direct. Nadia Sollogoub est sur notre plateau, sénatrice centriste de la Nièvre. Il y a une réelle menace qui pèse aujourd'hui sur le Sénat, le fait que ça soit évoqué, le rôle de cette institution dans le grand débat. On a appris que cette question était sur la table dans la lettre d'Emmanuel Macron. Oui, alors évidemment, c'est une inquiétude en ce qui concerne la représentation, le fonctionnement de la démocratie en France. J'ai du mal moi-même à imaginer qu'on puisse remettre en cause le bicamérisme, mais probablement que le Sénat a un rôle qui est mal compris, peut-être de ces gens qui sont arrivés au bout de leur colère et qui finalement ont trouvé une façon ultime de manifester en essayant de bloquer la France pour se faire entendre. D'après ce que j'entends, le Sénat est très mal compris et les gens n'en retiennent qu'une chose, c'est que les sénateurs, ce sont des gens qui ont d'énormes facilités et qui finalement n'ont pas une grosse utilité. Alors je me dis que peut-être en termes de communication, c'est vrai qu'ils sont peut-être abreuvés, bien sûr je ne parle pas de Public Sénat, mais ils sont abreuvés de reportages où on leur déballe des scandales qui moi-même m'épatent, parce que je ne vois même pas comment on peut arriver à L'antiparlementarisme, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Et pour autant, cette question institutionnelle, est-ce qu'elle doit être écartée du grand débat ? Alors, il faut que les gens puissent s'exprimer dans le grand débat. Par contre, il y a quelque chose qui... Enfin, le grand débat lui-même n'arrive que parce qu'il y a un problème avec les institutions. Parce que théoriquement, les gens ne devraient pas avoir besoin d'être sur un rond-point, d'avoir un gilet jaune. Ils devraient pouvoir s'adresser à leurs députés et être entendus. Enfin, je parle de monsieur tout le monde, aller voir son député et que le député puisse librement et en dehors de toute considération politique ou partisane... Ils réclament plus de démocratie directe parce qu'ils ont le sentiment que la démocratie représentative ne fonctionne pas bien. C'est exactement ça, voilà. Si ça fonctionnait normalement et qu'ils avaient l'impression et que ça remonte vraiment, ils n'auraient pas besoin d'avoir ni un grand débat, ni des excès de cette nature. Après, concernant le Sénat, c'est vrai qu'il serait vraiment intéressant que le grand public ait également des reportages sur ce qu'on fait de bien au Sénat, à savoir faire remonter la voix des territoires et de nos collègues maires pour vraiment introduire les amendements concrets. Et la pédagogie autour du travail parlementaire. Absolument. On va retourner salle des conférences, puisque Tam Tranui, vous êtes avec Bruno Retailleau, c'est le président du groupe LR ici au Sénat. Oui, Bruno Retailleau, eh bien, tout d'abord une question sur le bicamérisme. C'est un sujet sur lequel est intervenu Gérard Larcher ce matin. Il faut dire qu'il a été passablement agacé par la lettre aux Français qui a été adressée par Emmanuel Macron et qui parlait d'une transformation du Sénat, voire une suppression, on peut l'imaginer, qui ouvrait le débat là-dessus. Ah, bien sûr, peut-être que M. Macron veut encore plus de pouvoir. Peut-être qu'il voudrait qu'il n'y ait aucun contre-pouvoir en face de lui. On voit bien d'ailleurs sur la question de M. Benalla, mais on le voit sur beaucoup d'autres questions. D'ailleurs, le gouvernement souvent vient désormais piocher des bonnes idées dont il a besoin, par exemple contre les violences et beaucoup d'autres idées aussi. De notre proposition de loi dite anti-casseurs. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est pas seulement le suffrage universel, c'est la séparation des pouvoirs. Et c'est le Sénat qui porte cette séparation des pouvoirs, c'est le Sénat qui porte aussi une voix différente, la voix des territoires. Et M. Macron ne peut pas dire « j'ai besoin des maires, j'ai besoin des territoires, je vais vous écouter » et en même temps vouloir plus ou moins rabaisser le Sénat qui est l'ambassadeur et la voix des territoires. Voix des territoires, faut-il revenir pour vous sur le non-cumul? C'est important. Face à une certaine déconnexion des élus, on entend cette musique qui est en train de monter. Et puis même Emmanuel Macron qui a dit ne pas y être opposé pour les très petites communes. Bien sûr qu'il faut des élus qui soient enracinés. Et là encore, il y a un paradoxe, mais M. Macron adore les paradoxes. Il voudrait encore plus de proportionnel. La proportionnelle, c'est quoi? C'est donner la main aux partis politiques de faire élire
de faire élire des gens qui sont des apparatchiks, voilà, qui ne sont pas du tout implantés dans le territoire, mais parce qu'ils ont été désignés par leur parti politique et bien mis en place dans des listes très très haut, dans des listes, ils se feront élire grâce, si j'ose dire, à ces investitures-là. C'est la négation du lien entre l'homme, le peuple, et puis en même temps le territoire. On peut avoir une expérience locale et ensuite devenir parlementaire et ne plus avoir un exécutif. Mais aujourd'hui, mais vous verrez, on l'a bien vu sur, sur cette crise des territoires, cette déconnexion, et on le voit avec un certain nombre de livres aujourd'hui. La force du Sénat, par exemple, c'est que pour la plupart, nous sommes des élus ancrés dans les territoires. Nous avons été maires, présidents de département, présidents de région, et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que veulent les Français? Ils veulent que les élus les écoutent et qu'on porte les préoccupations du terrain jusqu'à Paris. Voilà, une fois qu'on sera devenus des élus hors sol, croyez-moi, la crise de la démocratie, elle s'aggravera. Vous y avez fait référence tout à l'heure, la commission d'enquête Benalla. Votre réaction à la garde à vue d'Alexandre Benalla dans le volet des passeports diplomatiques? Certains ne sont guère étonnés après les révélations qu'il y a eu hier du directeur de cabinet Patrick Stroda devant le Sénat. Voilà une belle illustration de la nécessité du bicamérisme, c'est-à-dire d'avoir bien sûr l'Assemblée nationale et puis une autre assemblée qui s'appelle le Sénat, parce que l'Assemblée nationale disait non, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. Mais si la justice s'intéresse au cas de M. Benalla, c'est bien que tout ça n'était pas anodin, donc nous avons eu raison de persister, d'essayer de connaître les dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État. Donc cette affaire Benalla, elle justifie le bicamérisme, la présence du Sénat, parce qu'on voit bien que lorsque les institutions sont d'un seul côté, si demain on avait des institutions avec tous les pleins pouvoirs au président de la République dans les mains d'un seul homme, eh bien, à ce moment-là, nos institutions fonctionnent mal. Et je pense que tous ceux qui sont attachés à la démocratie sont aussi attachés à cet équilibre des pouvoirs. Une toute dernière question d'actualité, c'est d'ailleurs l'un des sujets qui a ouvert la séance tout à l'heure, la question des violences policières. Le défenseur des droits demande la suspension des lanceurs de balles de défense. De nombreux manifestants ont été blessés. Est-ce que vous êtes de son avis? Moi, je veux rappeler qu'il y a des policiers qui ont failli être lynchés. Je veux rappeler, et je me souviens très bien, les images en plein attentat islamique. Je me souviens ces images où les Français embrassaient les policiers qui nous protègent. Donc voilà, je pense que la violence, elle était du côté d'un certain nombre de délinquants, de casseurs, qui est un certain nombre d'enquêtes. Dans une démocratie, tout doit être sur la table, mais je fais confiance d'abord aux forces de l'ordre. Et attention, un jour viendra où quand ils ne pourront plus du tout agir pour se protéger, mais aussi, surtout pour protéger la République, quand ce jour viendra, qu'ils déposeront leur casque, qu'ils déposeront leur bouclier, qui protégera les institutions? Qui protégera la République? Donc plutôt que de lancer la pierre, si j'ose dire, aux forces de l'ordre, qui les enquêtent très bien, elles se poursuivent, l'IGPN, etc. Faisons attention à ne pas détraquer là encore nos institutions et à ne pas dévaluer ceux qui ont pour mission de protéger les Français, de protéger la République française. Bien, merci beaucoup Bruno Retailleau pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Ça vous fait réagir les propos de Bruno Retailleau et Nadia Sollogoub justement sur cet aspect déconnexion? C'est ce qu'on reproche aussi des parlementaires avec le terrain. Alors oui, justement, j'adhère absolument à ce que vient de dire M. Retailleau. Bon, en ce qui concerne les élections, c'est vrai que la proportionnelle, moi, je suis pas favorable parce qu'il ne faut pas qu'on soit tous des apparatchiks, en effet, de la politique. Mais par contre, je pense que pour simplifier, il faut vraiment imaginer qu'au Sénat, nous sommes une assemblée de maires. Moi, juste il y a 18 mois, j'étais maire d'une commune de 1500 habitants. Voilà, c'est tout. Et après, je suis passée directement au Sénat pour porter cette voix-là, justement, juste d'un élu de terrain. Et peut-être qu'on voit les choses autrement. Et c'est pour ça que j'ai du mal à faire la connexion quand je vois le président de la République qui passe 7 heures avec des élus de terrain. Justement, ça aurait pu être moi hier, à dire je vous écoute, je vous parle, je vous entends. Et je suis la même au Sénat. Alors, c'est une très bonne nouvelle s'il accepte de reparler aux maires, de rediscuter, d'entamer un nouveau dialogue, parce que du coup, il va refaire pareil avec les sénateurs, parce que nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes personnes. Ce débat dont vous parlez, ça a permis au chef de l'État de lancer le grand débat national. On sait qu'il mise beaucoup sur les élus locaux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Édouard Philippe qui a été interpellé sur cette question. C'était il y a quelques instants en séance. Écoutez. Un certain nombre de questions ont été posées, beaucoup. 35 ou 36, je crois, directement par le président de la République dans sa lettre qu'il a adressée aux Français. En répondant à ces questions, en s'exprimant sur ces sujets, les Français vont nous donner un certain nombre d'indications. Il appartiendra ensuite au gouvernement, au Parlement, à l'ensemble de ceux qui concourent au débat public, d'en faire leur miel, de s'en inspirer dans la réponse aux questions profondes et anciennes qui taraudent notre société. C'est dans cet esprit que nous nous engageons.
Et vous évoquez la proposition qui a été formulée par certaines organisations syndicales, pas toutes, mais certaines, qui a été d'ailleurs reprise par certaines associations d'élus, d'organiser au terme de l'exercice une grande conférence territoriale et sociale qui permettrait à l'ensemble des acteurs en question d'échanger sur ce qui ressort du grand débat et de le transformer, le cas échéant, en proposition de solution. C'est une bonne proposition. Ce que le gouvernement compte faire de cette grande consultation, de ce grand débat, c'est ce qui est le plus important selon vous. Certains ont dit qu'ils ne voyaient pas la finalité de cette grande consultation. Ah ouais, moi j'ai très peur que la finalité, ça va être une gigantesque frustration, parce que les gens sont tellement dans la sincérité, il faut se mettre à la place des gens qui prennent toute une soirée pour écrire une longue lettre avec des détails, avec des choses précises, mais qui peut traiter ça de façon individuelle et personnalisée? Je vois vraiment pas du tout. Alors si tout ça tombe dans un espèce de magma et que c'est traité de façon globale, c'est bien, ça va être extrêmement frustrant pour les gens. Je vois pas du tout la sortie. Autant j'ai trouvé admirable la réaction des maires en période de tension. À un moment donné, on ne savait pas comment s'en sortir. Un samedi, presque spontanément, ils ont dit « Venez dans vos mairies, on ouvre la porte, vous avez un endroit où aller, venez, on va parler ». Ça, c'était formidable. Mais alors maintenant, d'essayer de formaliser ça en faisant croire aux gens qu'on va individuellement prendre en compte leurs propositions, leurs doléances, je trouve que c'est mensonger. Voilà. On va continuer cet entretien, Nadia Sollogoub, mais on retourne une dernière fois à la salle de conférence avec vous, Tam Trami, puisque vous êtes avec le sénateur La République En Marche de Paris, Julien Bargeton. Il a interpellé le gouvernement sur la question aussi des violences à l'encontre des journalistes. Oui, tout d'abord, Julien Bargeton, je vais vous interroger sur le grand débat. Il avait mal commencé la semaine dernière avec notamment le départ de Chantal Joanneau. Il a un petit peu mieux continué pour vous avec notamment la prestation, on peut en parler de cette façon-là, d'Emmanuel Macron devant les maires dans l'heure. Emmanuel Macron a montré finalement qu'il était à l'écoute des territoires. Les maires, ce sont les ambassadeurs de la République. Il les a écoutés, il les a respectés, il leur a répondu longuement et on a vu les qualités dont il sait faire preuve. Donc effectivement, il a engagé le débat de bonne façon. Et on voit que la plateforme a ouverte. Il y a déjà plusieurs centaines de réunions prévues en quelques jours. Donc déjà plusieurs centaines de réunions qui sont prévues. C'est un moment inédit dans notre histoire et unique par rapport au monde. Aucun autre pays en Europe ou en France ne se livre à cet exercice démocratique. Donc moi j'appelle tout le monde à participer. Je suis déçu de voir certaines oppositions, pas toutes, qui refusent d'y participer. On voit de plus en plus les oppositions qui acceptent d'y participer. Je sens que... Il y a quand même un mouvement à ce niveau-là. Je me réjouis d'un retournement de certaines oppositions, à part la France Insoumise, mais qui se disent que finalement, ce débat, il est utile, il va être pertinent et il va apporter des choses pour faire bouger la France. Et c'est ce que nous attendons tous. Je crois vraiment qu'il faut souligner ce caractère risqué, puisque quand vous vous posez des questions, vous prenez des risques, mais vraiment inédits dans notre histoire, et j'en attends des fruits. Oui, effectivement, vous l'avez dit, inédit, risqué, il comporte encore de nombreux flous, notamment comment est-ce qu'on va faire la synthèse de tout ce qui va sortir de ce grand débat, et également ces questions des garants qui demeurent, on ne les connaît pas encore tous. La question de la synthèse est importante et c'est pourquoi il fallait mettre des thèmes. Ça a parfois été critiqué de mettre quatre thèmes, mais qui sont très larges, donc qui permettent d'ouvrir les débats, et puis 35 questions posées par le président de la République, mais qui sont là aussi assez larges, assez ouvertes, pour permettre un débat très vaste. Et cela facilitera aussi ce travail de synthèse et de remontée, parce qu'il y a quand même un cadre, certes souple, parce que la fiscalité, le pouvoir d'achat, on voit bien que ça peut permettre de parler de tout, mais qui permettront quand même de classer les réponses et ensuite de les traiter. Moi, je veux être confiant. Ne concluons pas le débat avant même qu'il ne se déroule. Merci beaucoup, Julien Bargeton, pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Vous lancez quand même un appel aux Français à participer, à se saisir de cette opportunité. C'est quand même une consultation inédite, même si elle est risquée, que lance le chef de l'État. Alors, très bien. D'accord, on y croit. Par contre, moi, j'ai du mal à comprendre parce qu'on dit aux gens, maintenant, on va vous écouter, exprimez-vous. Et paradoxalement et parallèlement, moi, je suis dans un département qui est en déprise démographique. Donc, on sait très bien que la réforme constitutionnelle qui s'annonce va nous faire perdre de la représentation parlementaire. Actuellement, nous sommes 2 députés, 2 sénateurs, donc 4 parlementaires dans la Nièvre. Le projet, c'est de passer à 2. Donc, nous, on ne perd pas 30% de représentation parlementaire, on perd 50% de représentation parlementaire. Donc, comment on peut dire dans le même temps aux gens, on va vous écouter encore plus, venez vous écrire,
écrire, on est là pour vous. Mais à partir de demain matin, vous serez 2 fois moins représentés, mais ce sera mieux comme ça. Voilà, il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Eh bien, merci à vous, Nadia Sollogoub. Voilà. Merci d'être venue sur le plateau de Public Sénat. On va retourner salle des conférences pour écouter Jean-Pierre Sueur, un sénateur socialiste du Loiret. Il était au micro de Tan Tran Nuit, c'était il y a quelques instants. Écoutez. C'est une décision de la justice. Donc la justice fait son enquête, elle fait son travail. Et elle met M. Benalla en garde à vue. Je n'ai aucun commentaire à faire. Je peux avoir tout de même votre commentaire, non pas sur la garde à vue, mais sur le fait que Patrick Stroda a parlé devant la commission d'enquête de falsification faite par Alexandre Benalla pour obtenir un passeport de service. Eh bien, sur cette question-là, je peux vous répondre, puisqu'il s'agit de notre commission d'enquête, et c'est un fait qui est maintenant avéré, enfin en tout cas les déclarations de M. Stroda, c'était très affirmatif montrent qu'il y a eu de très grands dysfonctionnements et hier nous en avons découvert de nouveaux. Nous allons de contradiction en contradiction, de découverte en découverte. Et c'est vrai qu'il avait 4 passeports, plus le sien je suppose. Oui. C'est un collectionneur de passeports. Je rappelle qu'il y a un passeport diplomatique qui lui a été délivré le jour même ou le lendemain où il n'avait plus aucune fonction en matière d'organisation des voyages à l'étranger. Le 24 mai, après avoir justement eu les problèmes du 1er mai. Le ministère lui a délivré, ce qui est tout à fait étrange. Manque total de coordination entre les administrations. Ensuite, il en a fait part, je crois, au service du protocole, qui n'a pas réagi, le service du protocole de l'Élysée. D'autre part, pour ce qui est du passeport de service, de l'un des 2 passeports de service, il en avait un autre avant, eh bien, il est avéré maintenant, puisque M. Stroda l'a déclaré sous serment, qu'il a, on va entendre M. Benalla, on va l'entendre, qu'il a fait un papier au nom du chef de cabinet, le chef de cabinet n'étant pas au courant. Voilà pour cette réaction de Jean-Pierre Sueur après la garde à vue d'Alexandre Benalla confirmée par le parquet de Paris. Avant de se quitter, on retourne dans l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard puisque les sénateurs s'emparent du sujet du Brexit cet après-midi. Oui, Delphine, les sénateurs vont débattre du Brexit pendant à peu près 1h30 et puis après, ils vont examiner un projet de loi commun dans sa version avec la version de l'Assemblée nationale, un projet de loi qui autorise le gouvernement à prendre des ordonnances en urgence pour réagir au Brexit et notamment réagir à un Brexit sans accord, ce qu'on appelle un no deal, pour répondre à des questions concrètes, notamment régler le sort des Britanniques qui vivent en France et qui après le Brexit n'auront plus la liberté de circulation, des citoyens ordinaires de l'Union européenne. Et puis ce sont aussi les conséquences économiques du Brexit qui préoccupent les sénateurs, avec un chiffre, un exemple. En cas de Brexit sans accord, le port de Dunkerque devra réaliser près de 25 millions d'euros d'investissement en équipement pour pouvoir fluidifier son trafic et s'adapter au retour des contrôles douaniers. Donc, dans leur état d'esprit, les sénateurs ne se font pas d'illusions. Il est peu probable qu'il y ait un accord de sortie sur le Brexit et la France doit s'y préparer. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir les temps forts de la séance sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur la chaîne parlementaire.